Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 14 de ce Giro. On arrive dans le troisième week-end de compétition déjà du côté de ce Giro et on va avoir une course qui ne va pas être si difficile que ça. On devrait avoir un sprint massif du côté de cette étape, même si on n'a plus tant de sprinters que ça. Puis il va falloir voir parce que là, je vous rappelle que j'enregistre avant le départ même de cette étape numéro 13, il est 13h50, c'est-à-dire que vu que l'étape 13 est raccourcie au niveau des délais, ça va donc être très court, il va falloir faire attention qu'on n'ait pas encore perdu des sprinters entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où elle est diffusée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous voyez surtout comme favori, parce que qui vous a plu, c'est compliqué de faire ça comme Madame Irma. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur cette même chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis vous pouvez également aller voir EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon. Et puis également, vous pouvez aller voir du côté de TikTok le débrief rapide de l'étape quand je peux la voir, bien entendu. Mais voilà, il y avait juste un problème sur l'étape numéro 12 pour aller la voir avec la victoire de Nico Denz. Étape numéro 14, le dénivelé positif de cette étape, il est trompeur. C'est 2324 mètres. Donc c'est la 13e étape la plus compliquée de ce Giro. Je rappelle que le dénivelé positif, je les ai regardés il y a maintenant quasiment 3 semaines sur Pro Cyclista, donc des fois ils ont réactualisé légèrement les chiffres, donc il peut y avoir des petites variantes, ce qui n'est pas énorme, parce que en fait ce dénivelé positif là il est surtout sur la première partie d'étape. Ça veut vraiment dire que la majorité d'étapes est plate. Il y a ce passage au Simplon Pass qui est le passage le plus compliqué de la journée, mais à part ce Simplon Pass, sinon le reste c'est plat, mais vraiment tout plat. Donc ça devrait permettre d'avoir un sprint massif, même si pour les coureurs qui sont un petit peu malades, ça peut être compliqué le Simplon Pass parce qu'on passe quand même à 2000 mètres d'altitude dans cette difficulté. Donc au niveau du sprint, les coureurs les plus fatigués seront peut-être en difficulté, ne seront peut-être pas présents, mais je suis pas sûr que ça roule extrêmement vite dans le Simplon Pass. Je pense qu'il y a des coureurs qui vont se faire la malle pour les points du classement de la montagne, et puis derrière on se regardera un petit peu. Et je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part qu'on va revenir en Italie. Donc on fait tout de suite la présentation de l'étape. L'étape du jour, l'étape numéro 14, on part de Sierre dans le Valais, en Suisse, pour aller à Cassano Magnago en Italie, dans le Piémont, je crois encore, pour 195 km. Bon, il y a une seule difficulté au programme, sinon l'étape est toute plate, mais ça reste quand même une belle difficulté, avec une côte de première catégorie, le Simplon Pass, 19 km 900 à 6,6 de moyenne, 2002 mètres d'altitude, pardon. Donc le Simplon Pass, c'est très dur. Notamment vous avez un passage à 11% sur la première partie, et puis ensuite c'est un peu plus facile, même s'il y a encore 2 km difficiles entre le kilomètre 15 et le kilomètre 17 où on est déjà à plus de 1600 mètres d'altitude, et puis après le sommet est un peu plus plat. Donc voilà, ça sera la difficulté du jour si l'étape n'est pas rabotée par les organisateurs et par les coureurs. On redescend ensuite, traversée de la frontière italienne au kilomètre 75, retour en Italie. Sprint intermédiaire à Villa d'Ossola, sprint bonification à Strezza. Et puis la fin d'étape qui est un petit peu plus vallonnée, mais c'est vraiment facile, hein. C'est vraiment tout plat aujourd'hui, 195 km. Je pense que la côte, on va avoir des coureurs qui vont se faire la misère dans cette première partie de course pour aller chercher les points du classement de la montagne. Et puis ensuite, ils vont se relever sur la deuxième partie de course. On regarde tout de suite le final. Il y a plusieurs passages un petit peu techniques dans cette arrivée. Notamment, vous voyez ici une belle chicane qui est juste avant les 3 km. Donc là, il va falloir faire attention. Cet enchaînement-là de virages, il est difficile. Un premier virage à angle droit
qui sera sur la droite à ce moment-là pour les coureurs qui sera à peu près 2 km 700 de l'arrivée. Ensuite, on est sur une belle avenue. À 1 km de l'arrivée, un virage également sur la droite. Un peu plus ouvert, je dirais qu'il est à une centaine de degrés celui-là en termes d'angle. Et puis ensuite, on a un enchaînement de courbes, voilà, juste après le kilomètre. Et la ligne droite, on la voit très tardivement parce qu'on a ce petit virage ici. Donc, ce qui fait que la ligne droite, on va la voir sur les 250-300 derniers mètres. Moi, on me met une ligne droite finale de 300 mètres et de 8 mètres de large. Mais voilà, il faudra faire attention. C'est vrai que ce dernier kilomètre, il n'y a pas de virage important, mais il sera en courbe. Et ce qui fait qu'on risque de ne pas voir vraiment la ligne d'arrivée. Donc, ça peut être un problème pour le sprint. Certains coureurs vont peut-être partir trop tôt au niveau du sprint. Ou un peu trop tard, donc il faudra bien jauger, bien repérer ça à la vidéo et aux photos avant l'étape au niveau du briefing des coureurs. Eh bien, je crois que vous savez tout pour cette journée. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de Suisse, encore une fois. Comme je vous le disais, l'histoire de ce Tour de Suisse va se concentrer sur l'étape numéro 5 du Tour de Suisse 2017, avec un début de journée qui était similaire aujourd'hui, avec dans la première partie d'étape, les coureurs devraient franchir le Sandplanstraße, et ensuite il y avait le Drugmo. Les 40 derniers kilomètres étaient descendants à plat, donc voilà, sur la fin de journée, on était plutôt sur du plat. À ce moment-là de la course, c'est Damiano Caruso de la BMC qui est en tête du classement général. Le début de course est même très animé. L'échappée met du temps à sortir. Le peloton va posséder très vite 20 minutes d'avance sur l'horaire prévu par les organisateurs. À l'avant, on retrouve 6 hommes. Arman Kamichev de la Astana, Ben King de Dimension Data, Jelle Wallace de Lotto Soudal, Sam Bewley d'Orica Scott, Lars Peter Northug de Aqua Blue Sport, qui était une équipe assez surprenante, qui avait eu l'idée à un moment d'équiper tous ses vélos de monoplateau. Je m'en souviens notamment sur un Tour du Limousin, ça avait été assez compliqué pour eux. Et puis j'espère Hasselmann de la Rumput. Au Sandplanstraße, le temps est très mauvais avec du brouillard et de la pluie. Les hommes de tête passent avec 6 minutes d'avance sur le peloton. Northug prend les points du classement de la montagne et la descente est glissante. Les coureurs doivent faire attention. Et mauvaise nouvelle, car un coureur se fait avoir, c'est Miguel Angel Lopez qui tombe et il est obligé d'abandonner. Vous voyez les images de cette grosse chute. Dans le groupe de tête, on perd un coureur, c'est Arman Kamichev dans la descente. Alors, est-ce qu'il s'est relevé pour tenter d'aider Miguel Angel Lopez ou est-ce qu'il a été tout simplement pas assez performant dans la descente et qu'il a été lâché? L'échappée ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la possibilité de victoire finale. À 36 km de l'arrivée, leur avance n'est plus que d'1 minute 25. Derrière, c'est l'équipe UAE Team Emirates qui a mis en route. Les conditions sont meilleures, mais elles restent instables. C'est vrai qu'au début du direct, par exemple, de la chaîne Équipe, parce que j'ai revu un résumé, eh bien vous avez des conditions sèches. Et puis à 24 km de l'arrivée, par contre, il va y avoir de la grêle qui se met à tomber sur les coureurs. L'échappée n'a plus que 35 secondes d'avance sur le peloton et les équipes de sprinteurs contrôlent parfaitement la situation. À 18 km de l'arrivée, King et Hasselmann tentent de résister à deux au retour du peloton. Il est désormais emmené par la Trek pour John Degenkolb. Les deux hommes de tête s'entendent parfaitement, mais le peloton est trop fort et à 6 km de l'arrivée, ils sont repris. On voit la Bora qui montre le bout de son nez. C'est elle qui gère, on va dire, plutôt le final. Mais au kilomètre, eh bien, c'est Philippe Gilbert qui prend le manche du peloton et qui emmène Matteo Trentin. Lui, Sagan, son adversaire, il doit se contenter des roues de ses autres homologues sprinteurs car il n'a plus d'équipier. Aux 500 mètres, Gilbert s'écarte, Sagan est en 10e position, Trentin est parfaitement lancé, mais souvent quand on est dans ce genre de cas, eh ben, on attend un peu trop avant de lancer son sprint. Est-ce qu'il va arriver à Trentin qui va se faire déborder car à 350 mètres de l'arrivée, Sagan anticipe et lance son sprint. Un sprint impressionnant de la part de Sagan, vraiment. Il décolle tout le monde de sa roue, il est intouchable et il ne sera pas battu. C'est vraiment un effort impressionnant. Je vous invite à re-regarder cette étape. Vous pouvez la retrouver en résumé sur Dailymotion. Ça m'oblige à utiliser Dailymotion, les histoires du Giro et du Tour de France et du Tour de Suisse.
mais vraiment, le sprint de Sagan est vraiment impressionnant. Et Albazini fait 2, il est un peu devant. Albazini, il tente de suivre, mais il peut rien faire. Et Trentin termine 3e. Au général, pas de changement. Caruso avec 16 secondes d'avance sur Steven Kruijswijk. Le cycliste du jour, alors on part de Sierre, mais on a déjà parlé de deux coureurs qui étaient de Sierre, Moss et Johan Schaap. Donc on va parler d'un coureur italien aujourd'hui, Giuseppe Saroni, adversaire de Moser dans les premières années de sa carrière. Il a commencé en 77 et puis ensuite coureur qui a eu une très grande longévité jusqu'en 1990. 141 victoires chez les professionnels, c'est un chiffre assez affolant. 2 Tours d'Italie en 79 et 83. 4 maillots cyclamen également en 79, 80, 81 et 83. 24 victoires d'étape. Champion du monde 82. Il a remporté la Flèche Wallonne 1980, Tour de Lombardie 82, Milan-San Remo 83, 4 éditions des 3 vallées varésines et 2 Tirreno Adriatico. Et puis Giuseppe Saroni, vous le connaissez peut-être également comme directeur sportif de la Lamprey dans les années 90, deuxième moitié des années 90 et surtout les années 2000. Il a également été directeur sportif pas très longtemps de la Mapei dans les années avant le Fever, je crois. Où Lefebvre était déjà en place, je ne sais plus, mais c'était au tout début de la carrière de Lefebvre du côté de la Mapei. Et puis impliqué également dans des affaires de dopage. La Lamprey était impliqué dans de nombreuses affaires de dopage, notamment l'affaire Mantoux, qui lui a un petit peu coûté sa place du côté de la Lamprey. Alors malgré tout, il ne faut pas croire qu'il n'a pas de pied dans le cyclisme. Il collabore toujours avec UAE. Alors c'est marqué sur le site du UAE qu'il est consultant pour cette équipe, donc il est encore présent, on va dire, dans l'exécutif autour de UAE Team Emirates, qui, je rappelle, l'ancêtre de UAE Team Emirates, c'est l'équipe Lamprey. C'était la même structure. Du côté de la météo sur cette étape, départ sur le sec, mais nuageux en Suisse. Après le Simplon Pass, on aura de nouveau de la pluie, qui est un petit peu une amie, la 177e concurrente de ce Giro, et puis en pleine température 18 degrés, le vent entre 15 et 35 km/h, début de journée, il sera plutôt de face, et puis après le simple en passe, on l'aura de dos ou 3/4 d'eau. Il faudra parfois faire attention parce qu'il aura tendance à se renforcer en fin de journée. Il faudra vraiment faire attention à ça parce que c'est vrai que le vent aura tendance à vraiment être plus fort, plus proche de 30-35 km/h en fin de journée que de 15 km/h. Du côté du simple en passe, alors on devra avoir assez peu de vent au sommet, mais il fera 9 degrés et surtout il y aura de la pluie au sommet du simple en passe. C'est la météo de Google pour le simple pass, parce que sur la chaîne météo, je n'arrivais pas à le trouver. Du côté de la stratégie, je vois une échappée un peu importante pour les points de la montagne, avec des coureurs qui vont peut-être se relever après le passage du classement de la montagne, et puis ensuite sprint massif à l'arrivée. Moi, je ne vois pas l'échappée aller au bout, à part s'il y avait des équipes de sprinteurs qui étaient représentées dans l'échappée. Mais je vois plutôt quand même une échappée aller au bout, même si peut-être que certains coureurs fatigués par ces 2 premières semaines de course ne seront pas présents. Parmi mes favoris, je tente Mark Cavendish. Je marque également Jonathan Milan. Pourquoi Cavendish? Parce qu'il a encore une équipe qui peut le protéger un petit peu. Jonathan Milan parce que Pasqualone et parce que il a montré qu'il était costaud. Et puis Caden Groves n'est plus là, Pedersen n'est plus là. Donc autant vous dire que c'est quand même le sprinter presque qui a été le plus impressionnant. Je marque Bonifacio, lui aussi une équipe qui est quand même présente et ça peut lui convenir. Et puis en gros Scott, je mets Gaviria. Tout dépend en fait de comment il s'est remis de ses chutes, de ses problèmes. Gaviria, si ça s'est bien remis, peut-être qu'il pourra aller sur cette étape-là. Mais ça peut être vraiment une journée encore un petit peu galère parce qu'il a eu une grosse chute quand même Fernando Gaviria, donc il faudra voir comment il arrive à s'en sortir.
Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 11h45 pour les rois de la pédale, 12h15 pour le départ de cette étape, à part si on décide de la raccourcir. L'arrivée prévue entre 17h et 17h30, les 4 jours de Dunkerque. Ça sera à 17h sur Eurosport 2 si vous voulez suivre la course nordiste, et puis sur WEO également, la chaîne du Nord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve donc ce soir 21h pour le débrief de cette étape, demain 7h pour la présentation de la dernière étape de cette deuxième semaine de course qui aura été surtout marquée par les abandons plus que par le spectacle au départ de ces différentes étapes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!